Let's go. Bonjour, on va commencer parce qu'il y a un peu de retard. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du DTC, du Direct to Consumer, à travers l'exemple des wineries californiennes. C'est un modèle qui s'est développé dans les années 1990 avec la deuxième vague de wineries californiennes. Je vais vous expliquer comment ils ont fait, ce qu'ils font, quels sont les résultats. L'objectif du Direct to Consumer, c'est d'une part d'augmenter la marge brute, parce que vous rapatriez la marge du distributeur, donc une plus haute marge brute, et d'autre part, vous avez une relation directe avec le consommateur, ce qui est un peu la clé aujourd'hui, encore plus demain. Et ça, c'est pas seulement dans le monde du vin. Quand on voit ce que fait Nike, par exemple, Nike, c'est 40% de leur chiffre d'affaires en direct, c'est-à-dire qu'ils ont la relation et le pouvoir sur cette relation avec le consommateur, parce que pour eux, c'est une clé du succès demain. L'Oréal fait 30% comme ça. Donc si vous pensez que dans 10 ans, dans 20 ans, une partie de votre business sera fait en direct consommateur, c'est un modèle qui est passionnant à étudier. Alors, en fait, le direct to consumer tel qu'il est fait aux USA, il est assez différent de ce qu'on fait, nous, en France. En France, on a beaucoup de ce qu'on appelle la vente au caveau. Donc, vous avez cette tradition. Là, j'ai mis 2 exemples. Domaine Richaud, dans le Rhône, qui fait à peu près la moitié de son chiffre d'affaires au caveau. Ou dans le Médoc, Château Aumar-Buzet, qui a été un des premiers, très innovants, à développer une clientèle particulière, parce qu'il n'était pas bienvenu sur la place de Bordeaux, et qui aujourd'hui vend à des dizaines de milliers de particuliers. Mais tout ça, c'est de la vente physique qui se passe au domaine, au caveau, au château. Voilà. On a un autre modèle qui est celui qui a été créé donc dans les années 90 à Napa, qui s'est beaucoup développé depuis, beaucoup en Californie, Napa Sonoma, qui s'appelle le DTC et qui représente actuellement 12% des ventes de vin off-trade aux États-Unis. Là où en France, on est plutôt sur la vente directe autour de 3 ou 4%. Donc c'est un phénomène important, et surtout sur un certain type de wineries. Alors, vous avez 2 exemples ici. Harlan Estate, Screaming Eagle, 2 de ces vins cultes créés dans les années 90. Et quand vous voyez, ça c'est des photos de leur page d'accueil, qu'est-ce qu'on voit? On voit sur Harlan Estate différents éléments de présentation, purpose, place, people, wine, et puis allocation et members. L'idée, c'est de créer un club avec des membres. Même chose sur Screaming Eagle, pas vraiment la même chose, parce que regardez, là, on ne vous propose même pas d'être membre, on vous propose de rentrer sur la waiting list. Voilà. Donc on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, d'un côté physique, d'un autre côté digital, et pourquoi est-ce qu'on culmine avec ce modèle-là, qui est avec une waiting list. Alors, le DTC, tel qu'il est pratiqué en Californie, c'est pas seulement de la vente en ligne ou de la vente physique, c'est les deux. Bon, je le fais comme ça. Vous voyez la première courbe qui est la courbe grise, ce sont les ventes dans la tasting room, donc l'équivalent des ventes au caveau, qui faisaient 46% en 2015. C'est des données issues du dernier rapport de la Silicon Valley Bank et qui maintenant fait 37%. Donc c'est un gros tiers. L'autre gros tiers, 39%, c'est la ligne rouge, c'est le Wine Club. C'est donc ces membres du club, merci, qu'on va pouvoir, merci beaucoup, qu'on va animer et auxquels on va vendre du vin. Donc on a des ventes physiques et là des ventes qui sont un mix entre physique et digital. Vous avez ici les ventes sur Internet qui représentent 10% et puis d'autres types de ventes, sous allocation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons les ventes sur site avec des événements spécifiques. On peut faire un dîner, on peut faire un apéritif, on peut faire un mariage. Et puis vous avez des ventes off-site qui sont hors, comme le nom l'indique, du domaine. Et là, comme vous avez des membres, vous avez une communauté. Si vous êtes en Californie, on peut imaginer un dîner, un apéritif, une vente sur la côte Est. Et donc, ce sont des ventes off-site. Vous animez votre communauté. Donc, de multiples sources de revenus, contrairement à la France où on est très souvent en vente au caveau et ou online. Là, tout se fait ensemble avec des multiples sources de revenus qui vont s'auto-alimenter les unes les autres. Regardons le parcours du client. Dans le direct-to-consumer, dans ce modèle de Napa, il est toujours le même en fait, et il commence très souvent par une visite du domaine. Alors ce qui est étonnant, c'est que cette visite, elle est payante, et elle vous procure une expérience qui est en relation directe avec le prix que vous payez. Si vous prenez la highway qui monte à Napa,
Vous avez à gauche, à un moment, Domaine Chandon, où vous pouvez aller visiter et boire et déguster pour 30, 40, 50 dollars. Et en face, un peu plus loin, vous allez avoir Opus One. Vous avez deux options, une à 200 et une à 500 dollars. Voilà. Et en fait, ça peut paraître très cher, mais vous allez être traité d'une façon et vivre une expérience qui fait que ça vaut véritablement, et moi j'y suis allé et je vous le recommande, parce que quelque part j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire et je suis content d'avoir payé 500 dollars. Donc l'idée c'est d'offrir quelque chose, d'offrir une expérience aux gens et en leur faisant payer, parce que cela vaut quelque chose. La valeur vient aussi du paiement. Hein. On a beaucoup de freins ici en France à faire payer cette visite. Il faut casser ça, hein, en offrant quelque chose qui vaut cette expérience. Voilà. Ensuite, une fois que vous faites la visite, systématiquement on va prendre vos coordonnées. Quand les gens en Californie sont payés pour avoir les emails des personnes qui viennent visiter. S'ils ne les ont pas, ils ne seront pas payés. Et quand je leur dis qu'en France, on a beaucoup de mal à faire ça parce qu'il y a un frein psychologique, ils hallucinent. Ils hallucinent parce qu'ils se demandent mais comment est-ce possible. Donc vous prenez leurs coordonnées et si jamais, de toute façon, ils sont dans un cycle où ils vont payer et vivre une expérience, ça fait partie de la routine. Ils vont s'inscrire. Ça peut être avec rendez-vous ou sans rendez-vous. Avec rendez-vous, on a les coordonnées. Sans rendez-vous, on leur demande à l'arrivée. Ça se passe de façon très fluide. Ensuite, ils peuvent acheter du vin ou pas. Ou pas parce qu'ils peuvent habiter très loin ou ne pas avoir les moyens, le besoin d'acheter du vin tout de suite. Donc c'est une option d'acheter du vin. Voilà comment tout commence, donc de façon physique, au domaine. Ensuite, ils vont devenir membres du Wine Club parce qu'ils ont été enregistrés. Et là, c'est là que commence l'animation de votre portefeuille de clients à travers différents mécanismes. Le plus classique, ce sont les offres annuelles. Vous allez leur vendre chaque année pour le nouveau millésime les produits qui sortent, ou pour la nouvelle année des produits d'un millésime antérieur, souvent les décennies, pour les anniversaires, ou pour les 18 ans ou 21 ans, selon l'âge légal. Voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses. On peut imaginer des formats spéciaux, des événements. Donc vous avez des offres annuelles qui permettent de garder le contact avec eux. Ils peuvent également acheter en ligne, soit sur le site, mais avec un accès privilégié, soit certains domaines n'ont même pas de site accessible au public, mais des sites qui sont uniquement accessibles aux membres de leur wine club. Ce qui, entre parenthèses, vous donne des coûts de gestion bien plus faibles. Ensuite, vous allez les faire évoluer au sein du club, on va voir ça juste après, à travers des systèmes de tiers différents, où ils vont monter en qualité, en quelque sorte, pour avoir accès, et ça c'est un peu une des clés du succès du direct-to-consumer à l'américaine, avoir accès à des bouteilles rares. Voilà, les bouteilles rares, il ne faut pas les donner tout de suite, il faut que les gens les méritent en quelque sorte avec leurs achats, avec leur activité. Et donc il faut garder les bouteilles sous allocation pour le haut de la pyramide de vos membres, ainsi que des offres exclusives qui peuvent être des grands formats, des vieux millésimes et ainsi de suite. Et puis, les membres du Wine Club, et c'est là qu'on boucle la boucle, parce que là on est dans le physique, là on est plutôt dans du digital, vont revenir au domaine et la visite sera gratuite cette fois-ci. Voilà. Et le modèle de Napa, pendant des dizaines d'années, c'était beaucoup de boomers fans de golf qui étaient membres de plusieurs wineries et qui venaient avec un couple d'amis, passer un week-end, ils allaient visiter 2 wineries dont ils étaient membres dans la journée, plus un parcours de golf, tout ça gratuitement. Et quelque part, on retrouve ici la valeur d'être membre du club. Entre parenthèses, s'il y a achat de vin, on peut offrir la visite. Hein, c'est comme ça que ça se fait très souvent. Si vous dépassez un certain seuil, eh bien la visite ne vous sera plus facturée. Donc voici un peu le parcours client. Et pour revenir un peu sur l'architecture des offres et des différents types de membership, voici un exemple. C'est Donham Estate. Ils sont là-bas dans le hall 5, me semble-t-il. Un domaine de Napa. Sur leur site internet, voilà ce que vous trouvez. Memberships, vous en avez plusieurs. Vous avez donc une première strate, qui est le Estate Club. Ensuite, premier cru 4, premier cru 6. Quelles sont les différences? Ici, vous avez 2 expéditions par an. Ici, 4 expéditions par an. 4 bouteilles, 6 bouteilles. Visite de base, 4 par an, autant que vous voulez. Visite un rang plus haut, 1, 2, 2. Et la super visite, une seule fois. Vous pouvez, dans chaque cas, personnaliser vos sélections. Ici, vous payez le port. Ici, vous ne payez pas le port. Donc, voilà comment on architecture une base de clients.
On a 3 niveaux ici. Et puis regardez, au-dessus, nous avons les grands crus membership. Ils ne sont pas fatigués. On retrouve la hiérarchie premier cru, grand cru de la pyramide bourguignonne. Les grands crus membership par 4 ou 6, ce qui vous donne accès, si vous êtes intéressé par nos vins les plus recherchés, nous vous offrons un autre type d'adhésion, de membership, mais actuellement, c'est plein. Donc si vous voulez, inscrivez-vous sur la liste d'attente. Mais pour s'inscrire sur la liste d'attente, vous ne pouvez pas être ici, il faut forcément être là. Alors, il y a des multitudes d'exemples de ce type-là. On peut trouver sur chaque site, c'est plus ou moins subtil, mais l'architecture, la logique est toujours la même en fait. C'est de faire rentrer les gens et après leur donner envie de monter pour avoir accès au vin sous allocation. Quelle est l'équation économique de ce direct-to-consumer? En fait, elle est assez basique quand on creuse. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'aller là-bas, de parler à différents domaines, de parler à des consultants qui sont des conseils en direct-to-consumer, et on revient toujours au fameux CAC versus CLV. Donc le CAC, c'est le Customer Acquisition Cost. Combien me coûte l'acquisition d'un consommateur? Et ensuite, quelle est sa Customer Lifetime Value? Combien est-ce qu'il va dépenser chez moi et avec quelle marge? Ça reste assez basique. Après, il faut pouvoir le quantifier. Donc tout d'abord, le coût d'acquisition du client. Il faut faire bien attention parce que le but est de gagner de l'argent ici. Le but, c'est un centre de profit. Donc il y a des éléments cash. C'est très facile. Si vous faites une publicité dans les journaux locaux, si vous faites une publicité dans une revue professionnelle ou grand public de vin, si vous allez faire de la pub sur Internet, si vous offrez des bouteilles, on peut le quantifier. Après, il y a le non-cash qui est principalement le temps que vous y dédiez. Voilà. Alors s'il y a un salarié dédié, c'est facile, on peut le dédier à 100%, mais sinon, il faut faire bien attention pour quantifier combien est-ce qu'on alloue de temps à ce direct-to-consumer. Et puis ensuite, pour maximiser la Customer Lifetime Value, que j'ai traduit par valeur totale générée par le client, eh bien, voici les principaux indicateurs de performance, c'est-à-dire qu'on va regarder le nombre de commandes qu'on peut faire au client et avec la fréquence. Le but n'est pas de le solliciter tous les mois. La fréquence moyenne, c'est 150, 180 jours. Ça va faire 2 fois par an, 2 fois et demi par an. Ensuite, quel est le panier moyen? Nombre de bouteilles fois prix moyen à la bouteille. Le pourcentage moyen de remise qu'on lui accorde, parce qu'on a tendance, pour pousser un peu les ventes, à faire de la remise. Alors, faut-il faire de la remise sur le prix facial de la bouteille ou sur les frais de port? Ça marche beaucoup mieux. Les gens n'aiment pas payer les frais de port, en fait. À prix final identique, vous avez des meilleures performances si vous ne faites pas de remise sur le prix facial, mais si vous offrez le frais de port que l'inverse. Et puis, on va voir la durée moyenne d'adhésion. Il y a des taux de churn, d'attrition qui sont de l'ordre de 20% habituellement. Les gens restent entre 3 et 6 ans. Et donc, le taux de désabonnement. Et donc là, vous avez tous les éléments qui vous permettent de quantifier le chiffre d'affaires que vous allez faire avec eux. Vous mettez votre marge brute, vous la comparez à votre coût d'acquisition, qui peut être nul si vous êtes sur une route très, très, très passante et que les clients viennent naturellement chez vous. Et vous avez votre équation. Est-ce que c'est rentable ou pas? Donc voici l'équation économique. Maintenant, pour synthétiser un peu tout ça, quels sont les avantages et les inconvénients? Les avantages, je l'ai dit en introduction, c'est évident, c'est d'augmenter votre marge brute parce que vous allez vendre à un prix facial qui est celui du prix dans la distribution, avec éventuellement un peu de discount, mais le prix facial c'est le même. Donc vous allez rapatrier la marge du ou des distributeurs. Vous allez augmenter vos ventes si vous arrivez à générer de l'envie chez vos clients. Donc ça, c'est très quantitatif, c'est dans le compte de résultats, mais il y a des aspects plus qualitatifs qui sont la connaissance des clients. Et ça n'a pas de prix, c'est-à-dire avoir cette relation directe, avoir leurs informations. Vous allez créer une communauté dans le meilleur des cas. Il y a très souvent des wine club members qui se retrouvent pour faire un dîner du vin X, Y, à Paris, à Londres, ainsi de suite. Et donc ça renforce ce lien affectif qui est un peu la clé, ce qu'on essaye de créer, ce qui fait que les gens vont rester fidèles, loyaux à votre marque, à votre domaine. Et puis, on peut l'utiliser pour tester des innovations. C'est très pratique quand on veut faire un nouveau format, une nouvelle cuvée, de voir quelle est l'appétence du marché à travers le wine club. Les inconvénients, eh bien, il y a des coûts additionnels, des coûts qui sont de personnel et de réceptifs, avec de l'investissement et des frais. Il vous faut, c'est assez basique en fait, il vous faut un endroit pour recevoir les gens et une équipe pour leur faire déguster les vins. Donc,
À la fin, ça revient au nombre de tables fois nombre de chaises que vous multipliez par un employé. Et donc, comme ça, vous voyez le nombre de personnes que vous pouvez recevoir en même temps. Et donc, on peut très rapidement calculer le nombre de personnes que vous pouvez recevoir et donc la volumétrie potentielle de votre direct-to-consumer. Il faut faire attention à la réglementation et à la capacité à pouvoir expédier hors de votre territoire, parce que vous allez recevoir des clients qui ne sont pas forcément des locaux. Et donc, il faut être capable de pouvoir exporter ailleurs dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, c'est un peu plus compliqué, voire outre-Atlantique. Et puis, ça c'est quelque chose qu'on a noté en Californie, mais pour des domaines qui avaient une démarche très extrême, c'est-à-dire qu'ils faisaient quasiment 100% de leurs ventes en direct-to-consumer, ou 90% et plus, c'est qu'au bout d'un moment, si ce canal de distribution augmente trop, vous êtes moins visible dans les autres canaux. Les belles caves, la restauration, et donc vous allez peut-être perdre un peu en notoriété. Donc il faut faire attention à ça, mais ça c'est seulement quand vous êtes extrêmement exposé au direct-to-consumer. Pour conclure, les recettes de succès, en fait, elles sont simples. Il faut une infrastructure, des infrastructures, donc c'est ce qu'on appelle les hospitalités, un restaurant, une salle de réception. Si vous avez de l'hôtellerie, restaurant, tout ça, ça marche très très bien. Des équipes. Il faut savoir animer la base de clientèle, donc c'est plus des logiques de CRM que de vigneron, mais c'est pas sorcier. Et puis il faut toujours mesurer la performance pour être bien sûr qu'on gagne de l'argent, parce que le but, et c'est peut-être là la principale différence entre notre philosophie de vente à la propriété en France historique, qui est vue comme un centre de coût. Ça va me coûter de l'argent, je vais devoir ouvrir des bouteilles, je vais devoir passer du temps pas à la vigne ni à la cave, mais à recevoir ces gens. Et cette logique-là, qui est une logique de centre de profit. Je vais mettre des coûts, mais tout ça pour gagner de l'argent, et on calcule tout ça. À la fin, c'est un modèle qui repose donc sur deux piliers, le physique pour les hospitalités et le digital pour toute la vie du consommateur à travers son parcours avec vous. Et ces deux piliers, on les retrouve à chaque élément de la chaîne de valeur, les points de contact qu'on a avec nos clients, physique au domaine digital, puis ils reviennent au domaine physique de nouveau, le chiffre d'affaires qui est fait de deux façons et l'expérience qui est vécue de deux façons également. Voilà, j'en ai terminé avec ce survol extrêmement bref du direct-to-consumer. Je suis la dernière conférence et donc je ne sais pas s'il faut qu'on arrête là ou s'il faut qu'on prenne une question. Merci. C'est passionnant, c'est un sujet qui est ô combien important pour la filière, savoir vendre à ses clients en direct, en digital. Merci d'avoir eu le courage d'être le dernier, c'est jamais facile d'être le dernier, mais la bonne nouvelle c'est qu'on a tout enregistré, tout sera prêt en podcast. On va pouvoir se le repasser tranquillement chez nous dans quelques semaines, dans quelques mois quand on va le diffuser. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Une dernière question, pardon, ici, absolument. Oui, j'en ai une très intéressante, merci. Est-ce que ça ne s'adresse pas surtout à des producteurs de vin haut de gamme? Alors, question très pertinente, absolument. En Californie, ceux qui ont choisi ce modèle-là l'ont fait un peu contraint et forcé. Parce qu'ils sont arrivés tard sur le marché, le foncier était extrêmement cher, le raisin, s'ils n'avaient pas de foncier, était très cher. On parle de 50 000 $ la tonne, 50 € le kilo. Et donc le seul moyen le moyen qu'ils aient trouvé pour être rentable, c'était de court-circuiter les 3/4 et de vendre en direct des bouteilles très chères. Maintenant, c'est applicable tant que votre modèle online est rentable. Online, le problème, c'est qu'on a des coûts de préparation, d'emballage et de port. 2 € par bouteille ou un peu plus. Donc ça ne marche pas avec des bouteilles à moins de 11, 12, 13 € selon la taille du panier. Après, il y a toujours la possibilité de le réaliser par type de cuvée. Je pense qu'un producteur qui peut avoir un parcellaire très sélectif, peut-être plus cher, et d'autres vins peut-être moins chers et plus larges dans leur gamme, il y a peut-être moyen de créer cette communauté sur le haut de gamme. Merci. D'autres questions? Oui. Devant moi, 2 questions. Bonjour. May I speak in English, please? Absolutely. Okay. Yes, please. You named a couple of examples. You named a couple of examples of French chateau who is more or less successful in indirect to. Examples. Can you come closer to the microphone, please? Okay. Now better. Yeah, much Oh, better. great. In the very beginning, you named a couple of chateaux who is more or less successful in direct to customer sales. What would maybe the main tendency here in France
where and how this type of sales may be developed. Est-ce qu'on a des So, exemples, I mean, des it's concrets? comparison between Yeah, yeah. the US market and the French market. Absolutely. Are you talking in terms of geographies in France? Where do we find them? No, mostly in terms of maybe goodwill of Yeah, alors producers my to develop this channel. my vision of, my answer would be it's very much generational. I understand. Voilà, you find that very often. You say, a new generation arrives at the helm and will begin this new kind of distribution channel. Why? Because they speak English or whatever language. The father sometimes did not, and they have this digital agility, savvy, you know? So that's how it works. Okay, thank you. C'est une question très pragmatique. Moi, je suis vigneronne dans une appellation prestigieuse qui s'appelle Sauternes, mais avec beaucoup de difficultés, comme tout le monde le sait. Et en fait, on essaie de mettre en place ce club. On a mis en place de l'hospitalité, de l'odontourisme, enfin, on a bien avancé, des chambres d'hôtes, etc. Mais la conception du club, vous, ça vous paraît simple, hein, vous nous dites, voilà, il y a 3 trucs. Et nous, c'est là qu'on bloque depuis 4 ans. On n'arrive pas à mettre en place cette offre qui paraît évidente. Et j'ai l'impression que les Français et les Américains sont quand même très différents. Et expédier du vin, alors peut-être que Sauternes en plus 2 fois par an, c'est beaucoup. Mais c'est, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des endroits, des personnes qui pourraient nous aider à réfléchir à ça pour qu'on le construise avec quelqu'un? Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, parce que pour en avoir parlé avec des vignerons, pas que de Sauternes d'ailleurs, on est beaucoup à se poser ce genre de questions. Alors, ce que je vous ai montré, c'est un exemple classique. Et donc, pour eux, effectivement, ils ne font que dupliquer ce qui existe déjà. Chacun met un peu sa sauce. Hein. Voilà. Dans votre cas présent, je pense qu'il faut prendre en compte le produit. Vous l'avez bien dit, le Sauterne est assez saisonnier en France, malheureusement. Et ce que je ferais, moi, mon idée serait de promouvoir d'autres types de consommation qui vous permettent de multiplier les occasions de consommation et les occasions d'expédition. Vous voyez, c'est facile à dire. Hein. Je sais très bien que c'est très compliqué pour le Sauterne. Et voilà, on peut. Alors là, c'est facile. Enfin, c'est facile. Vous pouvez imaginer des ventes de blanc sec au printemps, des ventes de liquoreux à l'automne. L'idée, c'est de créer un rythme et de la désirabilité. S'il y a pas de désirabilité, s'il y a de la désirabilité, c'est très facile. Si vos vins sont on demand, sont demandés, c'est beaucoup facile que s'il faut créer la désirabilité. Et sinon, vous pouvez créer la désirabilité par une relation émotionnelle que vous créez grâce aux hospitalités. Quand les gens viennent chez vous, il faut qu'ils repartent avec des étoiles et qu'ils aient compris la magie de ce vin et qu'ils deviennent vos ambassadeurs, en fait. Et là, ça marche. Voilà. Je rajouterai simplement, si je peux me permettre, je suis vigneron aussi à Saint-Émilion. C'est un tout petit domaine, c'est un hectare 6. Et on a lancé un club. On a essayé d'appliquer la méthodologie de Martin. On a vu une chose, c'est que notamment, ça répond beaucoup mieux pour des Français qui vivent à l'étranger, voire pour des étrangers. Et donc la clientèle, elle est peut-être franco-française, mais je pense qu'elle cible aussi, comme vous l'avez dit, il y a peut-être des comportements. C'est pas compliqué en France de trouver du vin, du bon vin. Il y en a à tous les coins de rue. Enfin, voilà. Et par contre, à l'étranger, on n'a pas ce maillage, cette distribution. Et donc on s'est rendu compte que dans les membres de notre club, qu'on a lancé au mois d'octobre, donc c'est tout récent, il y avait 30% qui étaient étrangers. On ne s'attendait pas à ça. Donc il y a peut-être un ciblage aussi à faire pour aller chercher des gens à l'étranger, de créer ce lien avec la terre qui est la vôtre. L'événementiel, alors ça, à mon avis, ça paraît évident. Et ce qu'on a créé de notre côté, de notre petite expérience, on a créé un groupe WhatsApp avec ses membres. Alors WhatsApp, c'est un peu le bazar quand tout le monde se met à répondre. Il faut être présent, il faut répondre. Mais quelque part, c'est leur donner des nouvelles de façon un peu privilégiée et avoir un accès direct à vous, aux vignerons, qu'on n'a pas ailleurs. Donc, est-ce qu'on va rester là-dessus ou pas? Je ne sais pas encore, mais ça répond énormément, par contre. Et c'est du travail, hein, c'est beaucoup de travail. Il y avait une autre question? Il n'y avait pas de question? No more question? Eh bien donc, c'était donc la fin. Il va être 16h. Merci à vous toutes, à vous tous. Un applaudissement pour Martin. Merci Martin d'être venu avec nous. C'est la fin du salon. C'est la fin de la WineTech Perspective. Les startups qui sont là, qui ont œuvré pendant ces 3 jours, vont tous rentrer chez eux, replier, aller dormir, aller se remettre, et puis surtout prospecter tous ces clients qu'elles ont rencontrés
ne pas lâcher l'affaire. Et on vous donne rendez-vous, on espère, l'année prochaine, au même lieu, même endroit, avec encore plein de nouvelles innovations. Merci à vous et bon retour chez vous.